Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série À voir. Le film d'aujourd'hui, ou plutôt les films d'aujourd'hui s'appellent Les yeux dans les bleus 1, 2 et 3, la trilogie. Ils sont réalisés par Stéphane Meunier et Gilles Kayat, et ils sont sortis respectivement en 98, 2001 et 2002. Et oui, enfin, un documentaire à nouveau, il était temps d'y revenir un petit peu, de parler d'un petit peu ce type de film que j'aime par-dessus tout. Et donc ça fait du bien d'y revenir un petit coup, ça faisait un petit moment. Et c'est pas n'importe quel documentaire dont on va parler maintenant, effectivement, Coupe du Monde oblige, ça m'a rappelé un petit peu Les yeux dans les bleus 1, peut-être l'un des documentaires les plus vus en France, pardon, même 20 ans plus tard. Je pense que vraiment c'est un film qui a encore énormément de succès. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont vu. C'est le docu qui a suivi tout simplement le parcours de la Coupe du Monde de l'équipe de France de 1998. C'est la fameuse Coupe du Monde où l'équipe de France donc a gagné, qui est donc c'est un petit peu un documentaire pour le coup historique aussi maintenant. Et le principe c'était de suivre les coulisses d'un événement sportif très très populaire, avec là en l'occurrence un happy end, puisque l'équipe qui a suivi n'ont pas seulement gagné la Coupe du Monde, mais gagné la première Coupe du Monde de l'histoire de l'équipe de France de foot, qui est jusqu'à jour d'aujourd'hui, alors que j'enregistre cet épisode, toujours la première Coupe du Monde, puisque en ce moment c'est la Coupe du Monde, et qu'au moment où j'enregistre, l'équipe de France est toujours qualifiée. Donc on ne sait jamais, peut-être que d'ici à ce que je sorte cet épisode, ils aient gagné une deuxième Coupe du Monde, ce serait rigolo d'ailleurs. Enfin bref. En comparaison, donc le 1 a été très très populaire, puisque donc, comme ça suivait le parcours et qu'ils ont gagné à la fin, c'est un film qui est encore regardé beaucoup aujourd'hui. En comparaison du 2 et du 3, qui sont beaucoup moins populaires. Le 2 suit la préparation de l'équipe de France de foot à la Coupe du Monde 2002, donc avec la suite de matchs amicaux et ainsi de suite. Et le 3 suit le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2002 en Corée, qui cette fois se finit pas bien, puisque l'équipe est éliminée au premier tour et ça se passe pas bien du tout, quoi. Les résultats sportifs ne sont pas là. Ça explique le relatif désintérêt du public pour Les yeux dans les bleus 2 et 3. Ce que je peux dire déjà par là, c'est que notamment le 2 et le 3 sont moins populaires, mais c'est aussi dû au fait que les défaites sportives, les documentaires qui donnent à revivre ça, en général, ils ont pas beaucoup de succès parce qu'ils donnent à revivre un mauvais moment pour les fans de sport. Or, c'est souvent les fans de sport qui sont visés en premier avec les documentaires de sport où on suit une équipe ou ce genre de choses. Donc c'est souvent des documentaires qui provoquent une certaine forme de rejet. C'est dommage parce que c'est des films qui vont au-delà parfois de ça, d'être simplement des témoignages d'un événement sportif qui permet de se souvenir de ça, ou de célébrer un souvenir qu'on apprécie. Ça va vraiment au-delà des fois, et c'est le cas aujourd'hui, des yeux dans les bleus 2 et 3. Je vais vous faire le pitch des 3 films, puisqu'il est en fait similaire. Il s'agit de suivre une équipe à l'entraînement, dans les vestiaires, dans la préparation physique, les préparations d'avant-match, mais aussi dans leur chambre, dans des moments plus intimes, etc., pour proposer un regard à hauteur d'homme sur des sportifs et un sport surmédiatisé, afin de retrouver la fragilité, le hasard, la volonté humaine, loin de l'image sportive classique, plus lisse et l'idéalisée, notamment dans le monde du football. Alors dit comme ça a l'air d'être un pitch un peu dithyrambique, mais je trouve que cette trilogie y arrive bien. Je m'explique. Le style filmique dans les 3 films est toujours le même. C'est une caméra de point, des petites caméras de tournage semi-professionnelles qui émergeaient à ce moment-là dans les années 90. Souvent, c'est des films qui, comme ils sont pris sur le vif, le micro, c'est souvent le micro-caméra qui prend le son. Alors déjà, ce que je peux dire par là, c'est que c'est un défaut, parce que le son caméra, il est souvent peu propre. En général, sur les documentaires, on a un son perché avec un ingénieur de son, tout simplement, quoi. Ce qui, dans 99% des cas, donne un meilleur résultat. C'est toujours meilleur. J'ai bien dit dans 99% des cas. Mais, le caméraman réalisateur, quand il est seul avec la caméra, il permet aussi une grande proximité qui est quelque part moins intimidante quand il y a 2 personnes, derrière la caméra et derrière la perche. Oui, en général, sur les tournages, pour la personne filmée, il y a un stress double dans un documentaire. Il y a la caméra, évidemment, le regard de la caméra, mais il y a surtout la perche, qui pointe la personne
directement, il y a un micro au-dessus de la tête, quoi, qui pointe directement la personne à quelques centimètres. Parce que le micro, tout simplement, est beaucoup plus proche souvent que la caméra. Et du coup, c'est toujours délicat quand un documentaire, notamment, propose autre chose en termes de mise en scène que des interviews mises en scène ou que des situations très mises en scène. Quand c'est plus des choses du quotidien ou des choses captées sur le vif, je caricature. Par exemple, un entraînement, une scène dans une cuisine, etc. Parce que, tout simplement, ça gêne, ça crée un trouble dans le réel, au point que ce trouble se voit souvent à l'image. Je vous donne un exemple, mais quand on filme un groupe, par exemple, qui est large, il y a 5 ou 6 personnes, le micro, lui, il va pointer sur la personne qui parle. Et du coup, même si la caméra était à distance et que les gens pouvaient se sentir relativement à l'aise en disant au pire on filme quelqu'un d'autre, le micro ne laisse aucun doute. Ce qui augmente le stress d'être le centre d'attention. Là, il n'y a aucun doute qu'on est vraiment le centre d'attention de la caméra. Si vous voulez avoir une petite anecdote sur comment on peut voir que la personne est filmée, il se passe un peu ce que j'appelle le regard bistre du filmé, c'est-à-dire qu'on voit la personne ne pas forcément rejeter un regard à la caméra, un regard caméra, même si ça arrive souvent dans le documentaire, on a plutôt là oui, vous entendez mon chat derrière, désolé. Vous avez plutôt un regard qui est comme perdu dans le vague, qui voudrait regarder la caméra mais qui regarde pas, donc il part un peu partout, qui regarde les autres, qui interroge un petit peu si les autres sont en train de remarquer que vous êtes gêné par la situation filmée. C'est ce que j'appelle un peu le regard bistre du filmé. Alors bon, c'est pas rédhibitoire comme situation de filmer avec la caméra, ça demande un travail d'acclimatation au caméraman et au perchman pour les personnes qui sont filmées dans le cadre d'un documentaire. Donc, comme je disais, dans 99% du cas, les documentaires sont filmés comme ça, et dans 99% des cas, c'est meilleur. On a de la meilleure qualité de son, de meilleures possibilités de montage, de découpage du son, ainsi de suite, donc c'est meilleur. Techniquement, il n'y a rien à dire. Même souvent au niveau du sens aussi, c'est meilleur, parce qu'on gagne tout un éventail de possibles dans la construction de la narration qui est bien meilleur. Mais bon, c'est aussi des tournages qui sont potentiellement plus longs, donc plus chers à équilibrer. Oui, je parlais du documentaire quand la personne est toute seule, donc n'a pas d'ingénieur son. Je parlais un peu de la cuisine, un petit peu du documentaire, mais c'est important de le comprendre dans le cadre des Yeux dans les Bleus. Ça explique beaucoup la démarche de Stéphane Meunier au départ, qui a été rejoint ensuite par Gilles Kayat à la réalisation. Donc quand on filme tout seul avec une caméra, et qu'on n'a pas d'ingénieur son, il y a tout un travail d'acclimatation qui est, entre guillemets, pas à faire. On est plus facilement, on est tout seul avec la caméra, c'est une personne, il y a un regard, et on n'a pas là le micro qui rajoute cette tension en plus, ce qui fait que du coup, souvent dans ces cas-là, le réalisateur caméraman, voit les personnages beaucoup plus avant le tournage. Pour se connaître, pour avoir une relation de confiance réelle avec l'équipe de tournage, donc le réalisateur. C'est une relation qui est fragile et complexe, à tenir sur la longueur. D'ailleurs, c'est pas rare dans les documentaires que les personnages veulent plus être filmés au bout d'un moment. La relation filmeur-filmé est très très délicate dans le cas du documentaire, aussi bien avec perche que sans. Mais quand il n'y a pas de perche aussi, on franchit pas un cadre d'engagement presque professionnel pour le personnage filmé, pour la personne filmée, pardon, lapsus révélateur, parce que la personne devient un personnage. C'est clair que dans le film, au final, comme je le disais dans ma critique de Rocco, l'autre documentaire que j'ai critiqué ici, dont j'ai fait la critique plutôt, c'est toujours, on est toujours un cheveu près. Et le fait d'arriver avec la caméra, mais aussi avec l'ingénieur son, ça permet aussi d'avoir cette... sans ingénieur son, pardon, avec l'ingénieur son, pardon, ça permet aussi, ça met dans l'esprit du filmé que c'est sérieux, c'est parti, c'est le tournage, il y a une vraie équipe de tournage, c'est plus seulement le mec qu'on a vu tout le temps avec sa petite caméra, et qui, ça se trouve, va partir faire son montage tout seul. Enfin, il y a un côté plus professionnel quand on dépasse le cadre du tête-à-tête, entre guillemets. Tout ça pour dire que la relation filmeur-filmé, parfois, elle est un peu aidée par le fait que l'ingénieur son est là. Il y a quelque chose du, voilà, je te présente mon ingénieur son, on doit prendre rendez-vous pour filmer, mon ingénieur son sera là, donc la personne aussi se sent engagée, la personne filmée se sent aussi engagée à être là, à être plus sérieuse, et ainsi de suite, ce qui est plus
plus flou, moins forcément présent à un certain degré que sans ingénieur son, tout simplement. Et donc voilà, c'est un petit peu un défaut technique, mais ça permet aussi une autre forme de proximité, il faut être clair. Parce que c'est plus simple, le mec a pas à s'inquiéter si des conditions de son, il va boum avec la caméra et puis il fait son truc. Tant pis, il sait qu'avec la caméra elle est limitée, il a plein de limites techniques, le son on sature souvent, dans des espaces confinés, on va vraiment comprendre que ce qui est pile devant la caméra, hein, puisque c'est le micro-caméra est en général un micro directionnel, et non pas un omnidirectionnel, ce qui fait que le son est peut devenir caverneux, fouillis, des fois on n'entend plus clairement les échanges, pour peu qu'on soit dans un vestiaire qui résonne beaucoup, alors là le son devient encore plus mauvais. Bref, donc la majorité du temps, il vaut mieux avoir un bon ingénieur son avec soi, et c'est clair qu'un caméraman tout seul avec son micro-caméra, il a intérêt à filmer les gens de près s'il veut entendre les propos clairement, ou sinon, très très vite, il perd des choses. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais dans Les Yeux dans les Bleus, il y a des séquences qui sont littéralement ruinées par l'absence d'ingénieur son. On comprend vraiment difficilement ce qui est dit. En tout cas, c'est mon point de vue. On comprend l'essentiel, et c'est plutôt bien géré dans les 3 films, mais au bout d'un moment, c'est aussi un peu la limite de ce style de tournage. Oui, je parlais aussi je reviens juste sur la relation filmeur-filmé dans le documentaire. Alors, ça c'est un petit peu mon interprétation, mais je trouve que souvent, il y a une différence entre ce que le réalisateur attend et ce que la personne filmée attend. Ça c'est logique, vous allez me dire, mais c'est presque psychanalytique, je caricature. Le réalisateur, il veut un personnage complexe qui a des qualités, des défauts, des forces, des fragilités. Et si possible, il veut arriver à la fin du film à ce qui est un regard social positif évident sur le personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, la personne filmée va demander évidemment à l'entourage de regarder le documentaire au final, et le réalisateur espère que les personnes qui connaissent cette personne vont avoir une image positive, mais aussi juste de cette personne. Rien de trop dithyrambique, mais pas non plus quelque chose de négatif ou de trop lourd à porter socialement, même si des fois ça peut être des choix faits par la personne consciemment. Je vous renvoie à mes critiques du film Rocco, où j'exprime à un moment donné le fait que Rocco Siffredi prend énormément de risques en parlant de choses très très intimes, ce qui est toujours délicat, parce que l'intime, quand il est vraiment dévoilé, il est ambigu, complexe, il n'est pas moralement évident. Et tous les personnages qui sont filmés dans un documentaire n'ont pas envie de ça. Là, en l'occurrence, dans le cadre Rocco, il y avait quelque chose de quasi psychanalytique dans le rapport, donc ça finirait par arriver fatalement dans le tournage, et je pense que les 2 réalisateurs le savaient. Mais là, en l'occurrence, c'est un choix vraiment très fort du personnage. Au-delà de ça, en général, les personnes filmées, et nous tous, moi-même, on a un désir inconscient quand on est filmé d'être ce que j'appelle un héros dramatique. C'est-à-dire que, à notre époque, on a conscience de ce qui nous plaît dans l'image. À l'image et dans l'image. Souvent, on a le désir d'être un héros, mais pas de manière dithyrambique ou caricaturale. On veut être un héros dont on admire l'effort. C'est un équilibre fragile, mais comme je pense pas dire des bêtises en disant que la vie de 99% des gens de la planète est difficile, avoir la possibilité d'apparaître dans un film en tant que personne qui n'est pas parfaite mais qui fait preuve de courage, d'abnégation face à la difficulté de telle ou telle situation, c'est une vision sociale qui est vue comme globalement respectueuse mais surtout gratifiante. Donc naturellement, on n'a pas envie d'être montré comme parfait parce qu'on sait qu'on est imparfait et on veut pas non plus que quelqu'un nous cire les pompes, mais en même temps, on a quand même envie d'être quelque part un peu un héros. Donc il faut que ce soit quelque part un équilibre assez fragile entre être une image positive de nous, mais avec assez de fragilité pour qu'on se dise « Ah, c'est quand même, oui, il est comme ça, elle est comme ça, mais c'est parce qu'elle fait tels efforts. » C'est-à-dire qu'on a une petite part d'admiration, mais pas non plus exagérée. Je sais que c'est un point de vue quand on me dit non, pas du tout, moi je peux avoir envie d'être... alors j'entends, mais c'est mon expérience dans le documentaire qui me donne cette sensation-là. Surtout en ayant entendu des gens filmer, parler ensuite des films ou de l'image que les films ont renvoyé d'eux-mêmes, selon eux. Moi je pense que le contre-exemple que j'ai quand on me dit non, c'est tout bête, c'est par exemple, il y a des choses que vous voulez pas de toute façon si on vous filme, des éléments, ou plutôt des émotions
ou des qualificatifs que vous voulez pas, auxquels vous voulez pas être associé. Moi, le premier. Par exemple, on a tout à fait le droit d'être peureux, c'est un truc naturel, n'importe qui peut l'être, c'est possible. Mais est-ce que vous aimeriez que ou est-ce que vous aimez les personnages peureux que vous voyez dans un film, par exemple? Je pense pas, en général, c'est pas ce personnage-là à qui on a envie de ressembler. On peut le respecter, on peut éprouver de l'empathie, mais c'est pas celui envers qui on aura envie de se rapprocher. Ou alors il va nous faire pitié dans un film dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très gratifiant socialement. Pourtant, être peureux, ça peut venir d'angoisse psychanalytique, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, ça peut venir de choses très profondes et très complexes à démonter. Donc ça peut être un problème très difficile à surmonter. Mais même dans les fictions où il y a un personnage qui serait peureux, il n'y a que deux options, donc, grosso modo, au cinéma. C'est très caricatural. Ou le personnage finit par dépasser sa peur, donc c'est un héros, ou alors il est puni. Souvent d'ailleurs de manière... avec des morts d'ailleurs, il meurt. C'est faux, être peureux, c'est vraiment le sommet de la honte, on mérite de crever. Sous-entendu, c'est que dans l'audiovisuel, être peureux, c'est souvent mal. Or, dans la vraie vie, évidemment, il y a des personnes peureuses qui savent très bien que montrer cette part de sa personnalité dans un documentaire est discriminant socialement. Et là, je parle que d'être peureux, il y a aussi d'autres éléments auxquels il vaut mieux ne pas être associé dans un documentaire. La naïveté, l'affabilité, etc. J'en veux J'avais pas pensé à ça en prenant mes notes, mais le nombre de vidéos sur YouTube où on humilie des gens qui sont peureux, naïfs ou affables. Et quand je dis humilier, c'est on peut rire avec eux ou rire d'eux un petit peu, mais je suis jamais sûr, on n'a jamais dans les vidéos, il y a extrêmement rarement le moment où la personne dit ok, ça m'a fait rire aussi. C'est plus on rit de toi. Donc naturellement sur un documentaire qui va s'attarder sur nous plus qu'une vidéo internet d'une minute, parce que là j'exagère un peu, il faut bien rigoler. Mais sur un documentaire moyen ou long, on va prendre le temps de passer un moment avec nous, ou d'être filmé en tant que personnage. Eh ben, on aura naturellement peur d'être associé à ce genre de choses. Donc et on va avoir tendance, du coup, à aller vers le pendant inverse. Du coup, ce désir d'être héros dramatique, en quelque sorte, je trouve que c'est quelque chose à prendre en compte par le réalisateur pour amener les personnages à se dépasser, un peu au moins, par moment, à, entre guillemets, lâcher prise. C'est des moments, quelques moments dans le film où le personnage va prendre le risque de donner... je sais pas, un petit peu plus. Je donnais l'exemple de Rocco avant, dans le film, il y a un moment donné, il donne une anecdote sur l'enterrement de sa mère, qui est un truc complètement fou, et très 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 intime, très personnel, sur des faits ambigus moralement, mais du coup ça le fait vraiment dépasser le personnage, le statut d'être un simple personnage de documentaire. Il devient un être humain avec toute sa complexité. Alors Rocco ne devient pas héros pour autant, le film est d'ailleurs brosse un regard juste sur lui, mais en même temps il est, comme je le dis je l'ai expliqué dans ma critique, un personnage très ambigu et très complexe pour autant. Je sais pas si on l'aime à la fin, si on l'apprécie vraiment. En tout cas, on en capte la complexité. Là en l'occurrence, c'est un exemple de témoignage direct, mais ça pourrait être aussi, donc pas qu'il passe par la parole, un récit que le personnage raconte, mais ça pourrait être aussi un acte direct. Je ferme la parenthèse parce qu'il y a aussi des exemples comme ça dans Rocco, et je vais pas recommencer à vous parler de Rocco pendant 15 heures. Allez voir ma critique de Rocco, c'est vraiment un très bon documentaire, j'espère que ça vous donnera envie de le voir. Bref, poursuivons. Et justement dans le cadre du sport, le docu est passionnant parce que justement, il y a moins de contrôle de soi en termes d'image et de parole, ou tout simplement c'est plus difficile parce que les personnages sont dans un contexte d'effort physique passionnel. Ils sont passionnés, et en plus ils sont fatigués, ils sont beaucoup en tension. Du coup, ils se livrent plus facilement, bien sûr parfois ils dérapent, mais je pense pas que le réalisateur doit chercher le moment où ça dérape, et d'ailleurs on voit très bien dans les bleus, le 1, le 2, le 3, que Stéphane Meunier et GK ont beaucoup respecté ça. Ils ont dû avoir des trucs qui étaient des bombes par moment, et évidemment c'est pas dans les films. Il y a eu à un moment donné ce travail de recul et dire on prend ce que les gens veulent nous donner, et quand ils veulent, la relation est assez bonne pour qu'ils aillent un peu au-delà, ça on a le droit de l'utiliser, après est-ce qu'on l'utilise ou pas, c'est autre chose. Parce qu'on pense aux conséquences et tout ça en tant que réalisateur aussi. Un joueur de l'équipe de France qui vous dit par exemple, imaginons, non mais là le sélectionneur il se gourait, ça lui échappe, il vous le dit, puis il se rend plus compte qu'il l'a dit, puis il enchaîne la discussion, vous pouvez le foutre dans le documentaire à la fin, mais vous allez le mettre dans la merde.
vous pouvez potentiellement le mettre vraiment dans la merde. Donc ce genre de choses, ça a dû arriver au tournage, surtout quand on traîne avec une équipe, dans le quotidien d'une équipe, qui est dans des grandes compétitions, entre autres, ou des matchs amicaux, quand on est champion du monde et qu'on est suivi, qu'il y a une pression et ainsi de suite. Parce que l'équipe de France qu'on suit là devient championne du monde, et ensuite, sur les 2 autres films, elle est championne du monde, jusqu'à se perdre le titre, clairement, dans le 3e film. Donc voilà, il y a utiliser des dérapages comme ça, il y en a forcément eu au tournage, et ça aurait été possible, mais moralement, Stéphane Meunier et Gilles Caillat ont le bon recul de pas aller dans ce genre de direction. Et ça, c'est une vraie qualité de ce film. Donc bref, tout ça pour dire que dans un contexte passionnel, les personnages se contrôlent moins, et donc du coup ça laisse la place à des moments comme ça qui peuvent être assez magiques, où les personnages se rapprochent vraiment intimement du réalisateur et donc du spectateur. Les yeux dans les bleus, les 3 films dans ce contexte-là est intéressant en ce sens, parce qu'il permet vraiment cette liberté-là. Mais c'est aussi une de ses limites, puisque l'équipe de France de foot est très médiatisée. Et il y a un staff autour qui contrôle beaucoup l'image, etc., les interviews et tout ça. Le staff et les joueurs en ont conscience, et donc ils peuvent résister à la caméra aussi, hein, puisqu'au bout d'un moment, ils savent que ça finit... on est à l'époque où tout finit sur Internet. Encore plus aujourd'hui, hein, avec Internet et les réseaux sociaux qui permettent de démultiplier les points de vue sur ce qui a été dit par image et par support, hein, que ce soit Twitter, Instagram et ainsi de suite. Donc les joueurs font encore plus attention maintenant, ou alors ils le manipulent, et en équipe de France en général ils doivent faire très attention à ça, on leur demande. Mais du coup, quand les yeux dans les bleus, c'est pour ça aussi que j'avais envie d'en parler, parce que ce sera quelque chose qui sera difficile à refaire à l'avenir, puisque maintenant les joueurs ont leur propre communication, il y a une certaine forme d'intimité qu'on franchit de toute façon avec eux, par Instagram, Twitter ou autre. C'est rare les joueurs qui sont pas un tant soit peu plus accessibles au-delà du club, au-delà de l'équipe de France. Mais Stéphane Meunier et Gilles Caillat, eux, ils sont arrivés pile au bon moment. Personne n'avait suivi l'équipe de France avant eux comme ça. Donc la fédération a permis une grande liberté d'accès à Meunier. Hein. Pour information, la presse était interdite dans l'hôtel de l'équipe de France en 2010. Hein. Il y avait vraiment un changement de rapport vis-à-vis de l'image filmée et des journalistes en 2010. Les yeux dans les bleus 3, il est filmé en 2002, enfin le 2 et le 3 sont filmés en 2001 et 2002. Donc c'était seulement 8 ans avant, c'est dire. Je sais pas si l'équipe de France en 2010 aurait accepté un tel contexte. Mais du coup, en 1998, les joueurs sont peu habitués à un filmage de proximité de ce type. Donc ils sont plus spontanés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, voilà, l'équipe de France, ils ont tous des iPhones, voilà, enfin des téléphones et ainsi de suite, et des Android et autres, et ils ont le contrôle de leur image, ou tout du moins ils peuvent communiquer un peu comme ils veulent. S'ils veulent partager de l'intime, ils le peuvent. Et certains joueurs s'en privent pas d'ailleurs. Donc ils ont un autre rapport à l'image qu'en 98, quoi. Du coup, c'est le premier film... Et d'ailleurs, pour ajouter à la qualité de ce contexte, il est probable que les films 2 et 3 ont été possibles parce que il y a eu la victoire de l'équipe de France, donc, dans le 1. Les yeux dans les bleus 1, ça a été un très très gros succès populaire. Juste pour vous donner une preuve de ça, le 1, vous n'allez pas le trouver sur YouTube, vous allez trouver que des extraits, il n'est pas en intégralité. Par contre, peut-être même qu'il se vend encore d'ailleurs, en DVD ou autre, en Blu-ray, pardon. Par contre, le 2 et le 3, ils sont hyper faciles à trouver, et ils sont sur Internet, sur YouTube en intégralité. Hein. Donc voilà, ça prouve bien qu'à un moment donné, il y en a un qui a été catapulté, qui a provoqué les deux autres, mais que le fait est que comme la fin n'était pas, entre guillemets, belle du 3, ben, c'est essentiellement un qui est resté populaire. Donc Les yeux dans les bleus 1, c'est un film assez miraculeux, mais je trouve que c'est surtout une trilogie qui est passionnante, au final, parce qu'elle suit une équipe de très haut niveau sur un très long terme. Et le 2 et le 3, en ce sens, sont vraiment très bons. La forme des 3 films est en ce sens passionnante, parce que elles sont très très proches. Il y a des séquences documentaires pures, entre guillemets, prises sur le vif, comme je disais, avec la caméra. C'est la quasi-totalité, ou la totalité des séquences des 3 films. Il n'y a pas de mise en scène avec fond vert ou autre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mise en scène de l'action, des paroles des gens, au-delà du fait de filmer ce qui est là.
S'il y a des interviews, elles se trouvent là où les personnes se trouvent, donc dans le champ, dans le vestiaire, sur le terrain, dans l'escalier, dans l'ascenseur, où vous voulez. C'est pris sur le vif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc du « bon, attends, on va mettre le pied là, on va mettre un fond vert, la fenêtre derrière toi comme ci, comme ça ». Les personnages sont pas posés, ils sont dans leur quotidien, et ils ont envie de parler avec Stéphane Meunier, et du coup ils se posent comme ils ont envie. On voit notamment des choses qui avaient choqué à l'époque, certains joueurs clopaient pendant la compétition et parlaient donc avec Stéphane Meunier. Donc, alors évidemment, il y a cette idée que, bien sûr, on ne devrait pas du tout fumer pour un sportif de haut niveau dans une grande compétition, blablabla. Et donc du coup les autres séquences du film sont aussi prises sur le vif, c'est sur le terrain, c'est le banc de touche, c'est les vestiaires, c'est les douches, etc. Tout est pris sur le vif, c'est vraiment le vocabulaire numéro 1 du film, c'est ça, on est dans une sorte d'immédiateté. Comme je disais avant, c'est une grosse limite technique, à cause du son. Il y a vraiment certaines séquences, je trouve, qui sont malheureusement devenues inaudibles, notamment dans certaines séquences de vestiaire, c'est vraiment dommage, je trouve que le son est trop mauvais, on n'entend vraiment pas assez ce qui se dit. Mais par contre, et ça c'est l'effet réussi de ce style de caméra, d'utilisation de la caméra, on a l'impression de faire partie du moment de manière démultipliée. C'est la force du documentaire, entre guillemets, c'est non scénarisé, c'est forcément surprenant. C'est donc naturellement plus tendu, par nature, il y a une meilleure tension que quand on est dans de la mise en scène de documentaire, interview assise et ainsi de suite. Parce que la réalité finit toujours par dépasser un peu le fictionnel, le prévu d'avance. L'exemple que j'ai en tête dans Les Yeux dans les Bleus 1, c'est la victoire au bout avec le gros suspense dans la compétition. C'est pas quelque chose que Stéphane Meunier pouvait devancer. Ça s'est produit, ils auraient pu perdre, ils auraient pu s'arrêter au premier tour. Mais non, il a eu le droit à un suspense et tout ça, qui allait jusqu'au bout. Le suspense du sport et des grandes compétitions aide beaucoup dans ce genre de documentaire, puisque après Les Yeux dans les Bleus, il y a eu beaucoup de documentaires qui ont suivi des équipes de France, de handball, de basket, de rugby, bref. Et Les Yeux dans les Bleus 3, par exemple, avec l'élimination très rapide, est aussi une grande surprise des joueurs eux-mêmes, et on la ressent, on est directement avec eux, il y a cette tension-là du « qu'est-ce qui va se passer ?» Il y a aussi l'exemple dans Les Yeux dans les Bleus 2, qui est plus inattendu, plus surprenant, avec une chanson de Francis Lalanne qui débarque pour chanter pour Carambeu notamment, et sur le massacre des Kanaks. C'est complètement hors contexte du film, mais ça humanise beaucoup l'équipe, et ça aère le film, parce que sinon on aurait toujours du foot, notamment le 2, en ce sens, je vais revenir dessus après, mais un film un peu particulier. Mais ça crée ce genre de séquence, le documentaire, t'as un truc qui a l'air d'être complètement à côté, tu le filmes, et puis au montage, tu te rends compte qu'en fait ça marche super bien, que ça humanise, que ça, c'est un moment étrange, assez magique, qui est très touchant, bref. Je ferme la parenthèse. Je suis loin d'être un fan de Francis Lalanne, mais le moment est beau, puisque c'est un des rares qu'on voit évoquer l'histoire des Kanaks, en présence de Christian Carambeu, et tu vois que ça le touche beaucoup, c'est assez bien foutu comme séquence. C'est ça qui est cool avec le réel, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il propose toujours des séquences inattendues. Qu'on filme entre guillemets quand on fait de la prise sur le vif, parce qu'on est là. C'est un peu mon style de documentaire aussi jusqu'à présent, j'ai surtout fait des documentaires où j'avais ce type de situation, où ceux que je préfère c'est ces situations-là, filmées donc sur le vif, et donc on arrive à filmer des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait projeté au départ, c'est juste on se dit pourquoi pas, tiens, ça m'a l'air d'être lié, comme ça. Mais évidemment, c'est pas toujours lié au film, même si parfois c'est génial. Je peux donner mon exemple à moi, j'ai fait un documentaire sur le rapport coach-boxeur, j'avais un boxeur qui était génial, mais qui était pas dans mon film. Il n'était pas plaçable, c'est-à-dire que j'avais beau réfléchir à comment faire, je n'y arrivais pas. C'est frustrant, mais un documentaire, c'est faire des choix parce que le film raconte toujours quelque chose. Et ce fil narratif ne supporte pas l'aléatoire. Donc, même si c'est une séquence qui est géniale, on peut pas la bombarder comme ça de manière gratuite. Il faut que le lien narratif soit évident. Et pour ces raisons-là, j'ai fait sortir ce boxeur de mon film. C'était pas un de mes personnages principaux, mais j'aurais trouvé qu'il avait une super présence. Et finalement, il est très peu présent dans le film. Alors que c'est un super personnage, mais je suis pas allé vers lui, j'avais pas commencé cette histoire-là, et j'avais pas ce qu'il fallait pour raconter avec lui. Et avec mon monteur, on avait un peu la mort dans l'âme, mais on a dû enlever cette séquence-là. Donc ça crée aussi ce genre de moment où voilà, tu filmes un truc génial, inattendu, mais tu peux pas l'utiliser. Parfois aussi parce que la personne que t'as filmé, c'est un peu un accident, et elle avait jamais donné son consentement pour être dans le film au final, et tu dois ou la retrouver pour essayer de lui en parler, mais c'est très délicat, ou clairement assumer que voilà, tu n'avais pas pris tes dispositions avant pour que cette personne filmée soit exploitable dans le film,
tant pis, tu dois mettre aussi, c'est frustrant, mais tu dois mettre ta séquence de côté. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est cette force qu'a le documentaire de pris sur le vif, il te dépasse systématiquement, et ça c'est assez génial, parce que tu obtiens des coups, des moments comme ça. Pas toujours, pas dans tous les films évidemment, il vaut mieux avoir bien écrit son film avant et raconter quelque chose qui est déjà intense à la base, mais ça amène ce petit truc en plus, quoi, parfois. Grosso modo donc, les films 1, 2 et 3 sont pris sur le vif, mais il y a une petite différence majeure entre le 1, le 2 et le 3. Et elle se situe dans les extraits de matchs de foot. Oui, une petite différence majeure, vous avez compris, je caricature un tout petit peu. Les films, donc, pardon, les matchs sont traités de manière différente dans les 3 films. Dans le premier film, le film suit le parcours de l'équipe de France en 98, donc les matchs servent à rythmer le film en montrant des résultats et en jouant beaucoup sur comment dire, le faux ralenti, c'est-à-dire en découpant une action de manière en plusieurs fois pour la redémarrer petit à petit, ce qui fait que par exemple on sait qu'il y a eu un centre vers un personnage un joueur qui a finalement marqué, qui est en train de parler éventuellement à Stéphane Meunier, et on a la balle qui le démarre du corner, puis on a un autre angle où c'est toujours le démarrage du corner, puis un autre angle où c'est toujours le démarrage du corner, puis le plan suivant on a les personnes qui sautent, puis t'as un autre plan un autre angle où ils sautent de nouveau. Vous voyez, il joue beaucoup sur une sorte de suspense comme ça, d'un événement, qui rejoint du coup le discours du personnage et qui fait monter une certaine forme de suspense dans l'action qui est artificielle, puisqu'on sait ce qui se produit. Mais en termes d'émotion et de film, ça fonctionne bien, ça emporte un petit peu l'action. Donc voilà, la majorité des éléments dans le premier, donc Les Yeux dans les Bleus 1, c'est d'abord des événements de match qu'on doit voir, et des événements tout court, c'est par exemple Zidane qui marche sur le joueur de l'Arabie Saoudite pour qu'on voit ce qu'il est fait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc ça suit quasi avec les images télé ce qui s'est produit. Comme c'est un souvenir agréable pour la plupart des gens qui le regardent en France et tout ça, ça s'explique, ça permet de revoir les images et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est plutôt bien utilisé dans Les Yeux dans les Bleus, c'est assez intelligent, ils montent pas forcément tous les buts, s'ils montent tous les buts c'est qu'il y a une raison, c'est pour montrer qu'il y a une certaine triomphe, que l'équipe a dépassé un certain cap, et sinon ils montent pas forcément tous les buts, ils créent du suspense et de la narration grâce à ça. Donc, utilisation assez classique des matchs dans le premier. Dans le deuxième, on suit des matchs amicaux qui ont donc peu d'enjeux. Mais les matchs sont importants parce que c'est des événements qui rythment et qui rythment beaucoup le film et qui permettent aussi de l'aérer et de renvoyer aussi au 1 et au fait de voir des beaux buts ou des actions déterminantes dans le match, mais pas toujours, puisqu'on voit les victoires, on voit des défaites aussi, on voit des blessures, on voit des belles actions, des tensions entre les joueurs, etc. Donc ça devient plus des éléments, des événements de match qui vont au-delà du résultat pour raconter quelque chose de la vie de ce groupe, notamment par thématique, mais j'y reviendrai plus tard. Et dans le film 3, on suit le parcours de l'équipe dans la Coupe du Monde, qui se passe très mal, et là, il n'y a pas une seule image de match du tout. Tout est sur les coulisses. Alors bien sûr, je fais tout de suite la parenthèse, il est tout à fait possible que comme Les Yeux dans les Bleus, c'était un documentaire de Canal+, Canal+ avait plus les droits aux images en 2002, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Mais je vais plutôt le prendre dans l'autre sens, qui est que c'est un choix très fort de réalisation de Stéphane Meunier et Gilles Kayat. Je reviendrai sur le pourquoi après. Donc cette transformation de la forme, ce rapport au match qui a évolué de film en film, est dû à quoi selon moi ? Tout simplement au trajet de Stéphane Meunier dans son rapport avec l'équipe de France. Dans le 1, Meunier est interpellé parfois par les joueurs dans sa position. Il y a notamment Lilian Thuram à un moment donné, un des joueurs qui lui dit « Toi tu arrives, tu ne nous connais pas ». Donc il le pointe clairement lui, pas le spectateur, mais la personne filmée, en l'intégrant dans la situation. Il dit « Ouais, tu ne connais pas, t'as pas vu telle chose ». Il pose des questions, en plus on l'entend en in poser des questions, Stéphane Meunier. Probablement, je pense, volontairement des questions de néophytes pour aider la narration. Comme ça explique plus facilement les liens narratifs. Notamment, on voit Laurent Blanc notamment parler du fameux but en or qu'il marque à un moment donné contre le Paraguay. Je vous passe les détails. Le but en or à l'époque, c'était dans les prolongations en Coupe du Monde. La première équipe qui marquait gagnait. Donc ça mettait un stress nouveau et tout ça. Donc Laurent Blanc explique ça. Et ça permet à Stéphane Meunier d'avoir une narration dynamique. Votre personnage explique ce que le film veut vous expliquer. Donc c'est plus simple. Et ça dynamise encore plus. Et c'est aidé par le fait que donc Stéphane Meunier pose des questions de manière, je pense, volontairement candide, pour obtenir cette narration en in, entre guillemets, et non pas en voix off, ou en élément, ou en image externe, entre guillemets, à la situation.
Mais c'est aussi pour clarifier son statut qu'ils ont laissé dans le film final, les moments où on l'interpelle, les moments où il pose des questions in. C'est un homme qui découvre et qui est curieux. Voilà, c'est par il connaît visiblement peu le sport de haut niveau, c'est ce qui lui permet des naïvetés, qui enclenche des explications pour les joueurs, comme je le disais, et qui rend le film didactique et anime la parole. Et en plus, c'est un double effet qui se coule, c'est que c'est plus facile pour le spectateur de suivre cette histoire par les yeux d'un néophyte. On découvre ce monde avec lui. Et comme c'était, comme je disais, le premier documentaire qui se permettait d'entrer dans les coulisses d'une équipe de sport comme ça, et notamment l'équipe de France de foot, bah, c'était encore plus efficace. Comme je disais, on entend les questions de Stéphane Meunier en in, on entend dans le film. On suit donc un néophyte qui pose des questions directement. Dans le 2, par contre, on n'entend plus de questions du tout en in, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, mais le film est par contre construit par tableaux titrés. Le vestiaire, l'hôtel, la victoire, la défaite, etc. C'est un film portrait de l'organisation des joueurs, mais aussi du staff de l'équipe de France et de la prépa de la Coupe du Monde. Du coup, c'est un film plus large encore sur tout le phénomène d'équipe de France. En plus, l'équipe de France, comme je disais, de 90 à 2002, elle est championne du monde. Zinedine Zidane, il est quasiment au sommet de sa gloire, c'est une giga star à ce moment-là. Et il le sera encore plus 4 ans plus tard, mais pour dire à ce moment-là, c'est une giga star. Ce qu'on voit très bien dans le film. L'équipe de France est suivie, c'est le nouveau Brésil, ils ont battu le Brésil en finale de Coupe du Monde 98, du coup ils sont attendus partout comme les champions du monde de foot. Alors, comme toute équipe championne du monde de foot, vit pendant 4 ans, tout simplement. Donc la logistique et l'organisation globale dans le deuxième film sont beaucoup plus présentes que dans le 1 et le 2. Le 2, c'est un film central qui densifie vraiment la complexité du contexte de l'équipe, aussi bien médiatique que technique et logistique. La narration par définition est plus molle forcément parce qu'il y a un manque d'enjeu de compétition, mais je trouve qu'elle est aussi plus surprenante, comme je disais avant, j'évoquais avant la chanson de Francis Lalanne, il y a aussi un moment donné sur les cuisines coréennes, quand le cuisinier de l'équipe de France découvre les cuisines où il va travailler, etc. Il y a plein de séquences comme ça qu'on connaissait pas, le contrôle antidopage aussi, on voit aussi comment ça se passe, des fois ils vont réveiller les joueurs directement dans leur lit, enfin, tout ça devient très intime dès le départ et c'est un film qui a un statut du coup un peu particulier. L'absence de compétition est donc assumée par le film pour composer un tableau par tableau thématique, comme je disais, avec des titres sur fond blanc, cuisine, victoire, défaite, etc. C'est une construction qui n'est pas originale en documentaire, hein. Les panneaux avec des textes qui permettent de hiérarchiser sans avoir besoin d'artifices, de plans de coupe, le soleil qui se couche, la lumière qui s'éteint, la porte qui se ferme, etc., qui sont des plans classiques de documentaire pour faire de la liaison. C'est des plans qui facilitent les transitions, certes, mais c'est aussi des clichés du documentaire qui sont trop vus et qui finissent par ne plus rien dire, hein, souvent, hein, c'est simplement des transitions. Les panneaux aussi sont très présents dans le documentaire en général, mais je trouve qui sont un peu clichés aussi. Mais ici, je trouve qu'ils sont bien utilisés, parce qu'ils ont cette forme sobre, c'est un texte blanc sur fond noir, et ils croisent les problématiques de différentes natures, c'est ça qui est bien foutu. C'est pas seulement des textes juste pour dire match numéro 1, match numéro 2, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas seulement, comme je disais, c'est des thématiques de différentes natures. Il y a le temps, par exemple, avec la mi-temps, des états, avec la victoire, la défaite, la santé, avec la blessure, un objectif, avec la coupe, etc. Ça élargit vraiment les choses, puisque ce sont des problématiques qui sont liées au sport en général, et notamment à la gestion d'une équipe nationale de foot avec autant de moyens que l'équipe de France de foot. Le 2, c'est presque un film qui est plus sur le sport que sur le foot en soi. Et en cela, le 2 est une pierre angulaire parce que il a le temps de rendre compte de la densité humaine, mais aussi technique. Je trouve que ça se croise très très bien dans le 2. On comprend que c'est un enjeu sportif humain très fort, que tout est concentré autour de l'équipe et des joueurs, mais il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de stress, beaucoup d'éléments autour qui sont extrêmement importants et qu'il faut bien gérer aussi. Et on voit du coup la densité humaine, le nombre de personnes incroyablement élevé qui suit l'équipe de France et de football et qui, voilà, à ce moment-là, s'occupe d'eux au niveau de la bouffe, de la logistique, des maillots, de tout, quoi. Mais en même temps, dans le 2, Meunier et Kayat, ils avaient conscience d'avoir besoin de devoir dynamiser du coup ce film, parce que les discussions sur le nombre de Mario à imprimer ou sur le mec qui cherche la bonne cuisine, bon, c'est intéressant, mais ça manque parfois un petit peu d'intensité. C'est pas forcément tendu ou entraînant. Et du coup, les matchs dans le 2, avec les buts et les résultats, pas toujours, mais là régulièrement, et des éléments importants, tout simplement, des blessures, des faits de jeu, etc., ça rythme le film, ça permet de l'aérer beaucoup.
Mais pas seulement, parce que les matchs en période de préparation sont nombreux et ils sont espacés. Donc à chaque fois, l'équipe doit se retrouver pour 2 matchs, puis repartent. Puis les joueurs repartent. Le film, du coup, est construit par thématique, mais ça rejoint la sensation de répétition qui correspond au rassemblement de l'équipe nationale. Et en plus, les résultats des matchs sont intéressants à connaître parce qu'ils nourrissent la narration. Il y a un état d'esprit, une humeur du groupe forcément influencée par les résultats, dans un contexte hyper compétitif de sportifs de haut niveau, de sport de haut niveau tout court même. C'est un film par thématique certes, mais c'est plus avancé, mais plutôt plus il avance, plus il se recentre sur l'objectif de la Coupe du Monde et sur l'angoisse de l'équipe qui a tout gagné, et qui doit continuer à gagner avec une équipe qui vieillit. Il y a vraiment ce thème-là qui est très 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 présent, et qui monte en intensité comme ça de manière très subtile. Et dans le 3 donc, l'absence de match centralise le film sur le point principal, c'est-à-dire le groupe. L'absence de match, ça laisse la place à la parole et aux interprétations des acteurs eux-mêmes. C'est impossible pour nous de vérifier, et surtout, le film se concentre sur leur perception. Et ça, c'est un choix vraiment passionnant, parce que c'est beaucoup plus intéressant que le regard télévisuel sur le sport populaire. Là, on est clairement à leur hauteur. Dans le contexte du film, les joueurs sont persuadés d'être bons, de faire ce qu'il faut, et de se remettre en cause où il faut. Alors qu'à chaque fois, les résultats escomptés, et que les joueurs experts et que l'équipe expert ne se produisent pas. Et même, je trouve, si on a vu les matchs à la télé, le point de vue des joueurs et du staff est au niveau du terrain. Du coup, je trouve que ça explique beaucoup les difficultés qu'ils ont, les choses qu'ils voient mal ou en retard. C'est le point de vue des acteurs, de ceux qui vivent, quoi, qui font l'action, à l'opposé des spectateurs et des analystes, ainsi de suite, qui sont à distance. Du coup, mettre les matchs dans ce film-là, ça aurait été absurde, parce que c'est vraiment le point de vue des gens qui vivent ça, et l'incompréhension qu'ils ont à résoudre cette situation, qui est intéressante. Sur ce point, la trilogie est vraiment passionnante. Elle a réussi à nous immerger dans un groupe, dans une complexité de compétition et de sport de haut niveau. Mais en même temps, sur 3 films, elle propose une vision interne de ce groupe sur le long terme, avec des différences de vocabulaire, comme je vous le disais, très subtiles sur 3 films. Et je trouve du coup que ça met en lumière des phénomènes vraiment intéressants, les attitudes, les rituels, les paroles, les gestes, qui sont en fait très 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 similaires entre la victoire et la défaite, la réussite et l'échec. Je vous conseille vraiment de voir les 3 films de suite, c'est flagrant de voir à quel point entre le 3 et le 1, il y a des choses qui sont complètement les mêmes, et pas pour les mêmes résultats. Alors, juste pour rappeler le contexte par rapport à ce que je veux dire par là, l'équipe de France gagne en 98 avec, notamment comme sélectionneur, Aimé Jacquet, qui quitte ses fonctions après la victoire en 98. Arrive en équipe de France, du coup, après Roger Lemaire, qui est le nouveau sélectionneur, qui était l'adjoint, et on le voit déjà dans les Bleus 1, avec lesquels l'équipe de France gagne l'Euro 2000, et donc le 2 suit, juste après l'Euro 2000, une équipe qui est donc championne du monde et d'Europe. Donc c'est vous dire si l'équipe, elle est particulièrement attendue et très très forte à ce moment-là. Et donc cette équipe-là, avec Roger Lemaire, on les suit donc aller vers la Coupe du Monde 2002. Et donc la France, par contre, dans la Coupe du Monde 2002, est éliminée au premier tour avec Roger Lemaire comme sélectionneur. Et pour vous donner une donnée comptable qui revient souvent, mais qui vous explique l'ampleur de la défaite, hein, de l'échec pour l'équipe à ce moment-là, c'est qu'ils ont encaissé 3 buts et qu'ils en ont marqué aucun sur 3 matchs. Ce qui était vraiment très très rude comme résultat. Surtout pour une équipe qui se sentait capable de redevenir championne du monde et qui arrivait avec le titre de champion du monde et de champion d'Europe. Je vous explique la position de Jacquet, donc, qui est parti, et de Lemaire, qui est donc très présent dans les 3 films, parce que du point de vue populaire, Jacquet souvent est vu comme un génie, et Roger Lemaire aurait survécu en tant que sélectionneur sur les cendres de ce que Jacquet avait évidemment créé et qui se serait tout doucement effondré. Moi je trouve que la trilogie, donc les yeux dans les bleus, renvoie une image beaucoup plus complexe de ça. Je donne l'exemple de Roger Lemaire, mais je trouve que c'est un exemple très intéressant sur la complexité humaine de ces 3 films. J'insiste, hein, je suis vraiment pas un spécialiste du foot, j'aime bien rediscuter, je suis comme tout le monde, je regarde les matchs et tout ça de temps à autre, mais je suis devenu de plus en plus loin du monde du foot, parce que j'ai plus le temps, parce que aussi ça prend beaucoup de temps et que c'est un sport qui sur certains points me dérange aussi. J'aurais peut-être un film ou un documentaire à l'occasion pour vous en parler, peut-être Coup de tête, tiens, ce serait pas mal de faire un petit avoir sur Coup de tête.
avec l'extraordinaire Patrick Doher, bon bref, éventuellement. Si vous avez envie, je ferai un retour sur ce film, je pense, un type de film français qu'on voit plus, je pense. Bref. Donc je suis vraiment pas un spécialiste du foot, mais mon interprétation, notamment avec ces 3 films, au-delà du fait que j'avais suivi les compétitions à l'époque, déjà, Roger Le Maire, comme je disais, il est présent dès le premier film. Il fait tout le trajet avec le groupe, il est vraiment dans le 1, le 2 et le 3, et il a un rôle vraiment important. Dans le 1 notamment, c'est l'entraîneur ou le préparateur physique, si je dis pas de bêtises. C'est presque un comic relief dans le film, parce qu'il est vraiment drôle dans son attitude, il est beaucoup dans l'émotion, mais il a des passages vraiment passionnants dans le 1, notamment l'entraînement de préparation physique avec le sifflet. On voit vraiment qu'il crée des jeux pour amuser, souder le groupe, mais aussi pour dynamiser, motiver physiquement. Oui, enfin, le sportif de haut niveau, il est toujours sous tension physique. Donc l'important, à un moment donné, c'est de réussir à faire associer cette tension physique à du jeu, à du plaisir, plutôt qu'à du devoir et de la frustration. Il faut trouver le bon équilibre, hein, parce qu'il y a certains joueurs 50-50. Hein, un joueur sur deux il y en a un qui va être joueur, l'autre qui va être plutôt dans le devoir, et celui qui va être joueur, il va être plutôt performant quand on le demande de jouer, celui qui est plutôt dans le devoir, il va plutôt être performant quand on le stresse, quand on lui demande d'être concentré, ainsi de suite. Donc c'est un équilibre évidemment à trouver selon les groupes, selon les joueurs. Mais on va essayer par définition d'associer plutôt l'intensité sportive à du plaisir, parce que c'est plus agréable au quotidien. Il y a notamment le passage, notamment avec Roger Le Maire, qui s'occupe de la remise en forme physique de Christophe Dugarry, qui est très intéressant, donc un joueur de foot qui se blesse au début de la compétition en 98, et qui donc doit se soigner, et qui reste dans l'équipe malgré tout pour rejouer finalement en finale. Et on voit à un moment donné, le Roger Le Maire lui fait faire un exercice extrêmement dur de cardio dans les escaliers, et il lui demande s'il a envie de vomir, et Dugarry lui fait oui de la tête, on comprend, il est hors champ. Et c'est très intéressant parce qu'il lui dit voilà, cette sensation de vomissement là, tu l'as parce que tu n'as pas l'habitude de te pousser au-delà du point où tu es en confort quand tu t'entraînes. C'est un exemple parmi d'autres du rôle très intéressant d'un préparateur physique tel que l'a été Roger Le Maire en 98. Et dans le 2 et le 3, Le Maire devient sélectionneur, donc son statut change un peu, et il apparaît vraiment comme quelqu'un d'esselé. Alors qu'il est très proche des joueurs dans le 1, ou au moins du staff du terrain, quoi. Il est vraiment souvent en compagnie des joueurs. Dans le 2 et le 3, il est souvent esselé. On a l'impression qu'il recherche le soutien moral chez ses joueurs. J'ai envie de comparer 2 séquences où dans le premier film, on le voit à un moment donné sur le banc de touche, je sais plus si c'est sur le bord du terrain, et il est à côté de Thierry Henry, il le tient par l'épaule, et Thierry Henry lui dit « Tiens, Roger, tu me broies l'épaule, lâche-moi ». Et Roger Le Maire lui répond « Me laisse pas tout seul ». Et c'est un beau moment, parce que bon, c'est un moment d'émotion qui est drôle aussi, mais ça montre aussi, quand on voit les films suivants, à quel point Roger Le Maire est quelqu'un qui est très dans l'émotion, très dans le collectif, dans le côté équipe, lui plaît particulièrement, il se sent particulièrement bien là-dedans. Et du coup, c'est touchant et complexe à la fois. Il est souvent très émotionnel dans ses discours, ce qui est vu par beaucoup d'analystes de foot comme une faiblesse en tant que sélectionneur, parce qu'il fragilise les joueurs. Moi, personnellement, je pense que c'est plus compliqué que ça. Dans Les Yeux dans les Bleus, il a une... Les Yeux dans les Bleus, c'est des bonnes archives, mais c'est pas des témoignages. Le film rate les matchs, entre guillemets. Même le banc de touche pendant les matchs. Parce qu'il est concentré sur l'avant, la pause et l'après. Alors le rôle d'une équipe encadrante est déterminant pendant les matchs aussi, et c'est absent du film. Et ça manque beaucoup sur l'appréhension du travail de Roger Le Maire et de son équipe. Alors bon, les analystes de foot, les spécialistes ainsi de suite ont plus de matériaux sous les yeux que les yeux dans les bleus, 1, 2 et 3, pour pouvoir donner leur point de vue, sans compter les relations qu'ils peuvent avoir avec le joueur, le staff, etc. Mais je trouve que c'est toujours insuffisant pour réellement percevoir la responsabilité éventuelle de Roger Le Maire dans l'échec de 2002, puisque c'était la meilleure équipe du monde, elle avait gagné, puis ça s'est très mal passé. Et je trouve que c'est même 16 ans après, ça reste toujours pas suffisant pour avoir un avis complètement unilatéral sur les questions. En ce sens, je trouve que le 2 et le 3, Les Yeux dans les Bleus 2 et 3, ont bien vieilli, parce que ce sont des portraits, quelque part, de Roger Le Maire, et des portraits complexes, parce que tout simplement, l'entraîneur a un rôle très important dans n'importe quel film sur le sport. Je vais donner l'exemple du film que moi j'ai fait. J'ai commencé le film en me disant qu'il y aurait un équilibre entre les boxeurs que je suivais et leur coach, jusqu'à admettre que non.
le coach, c'est les entraînements, c'est les conseils, c'est tout ce qui fait la narration à un moment donné du film. Donc même si ça n'avait pas été un coach aussi comment dire, puissant que le coach que j'ai suivi, parce que c'était un sacré mec, et c'est un sacré mec, il aurait quand même été extrêmement important. Bah là c'est la même chose, Roger Lemaire est par définition l'entraîneur, donc il est extrêmement important, donc le sélectionneur, mais l'entraîneur principal de l'équipe. Du coup, dans le 2 et le 3, il y a vraiment quelque chose de complexe. Il est esselé, mais je trouve qu'en même temps, il est plein d'amour et de respect. Il est maladroit dans ses mots, parfois, mais il est passionné et énergique pour motiver, pour gronder. Il y a quelque chose comme ça d'extrêmement émotionnel, mais dans le bon sens du terme, je trouve. Il n'est pas seulement naïf, il n'est pas seulement perdu, il n'est pas seulement maladroit par moment, il est aussi par moments très juste. Il y a un moment donné où il demande à l'équipe, notamment dans le 3, il dit aux joueurs, arrêtez de vous la donner, arrêtez de vous la raconter. Et c'est très très fort comme moment, parce que l'équipe, les joueurs, ils ont vraiment la sensation d'être à fond, alors que les résultats ne sont pas là. Donc il y a bien à un moment donné un réveil qui doit avoir lieu. Et il dit ça avant le dernier match, et ça fonctionne très bien, c'est un beau moment de ce film-là. Et je trouve qu'avec ces moments-là, on voit aussi que oui, quelque part, il avait perdu un peu la main sur l'équipe, et du mal à gérer son équipe. Oui, c'est clair, on le voit. Mais en même temps, c'est plus complexe que ça. À quoi tiennent les résultats de sport au très haut niveau? Je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais quand on revoit les résumés des matchs de l'équipe de France de cette Coupe du Monde 2002, c'est une équipe qui a énormément d'occasions, qui a vraiment un beau potentiel offensif dans les 2 premiers matchs et qui s'effondre réellement dans le dernier match. Mais sur le premier match, par exemple, ils perdent 1-0, ils ont des très très belles occasions qui ne rentrent pas. Ça arrive, il y a des matchs comme ça. Mais du coup, ça précipite la capacité du groupe, l'incapacité du groupe à se relever de ça. Et ça, c'est pas quelque chose que tu maîtrises de manière, entre guillemets, scientifique. Il y a un inconnu dans le sport, il y a toujours ce facteur chance, ce facteur hasard. Et je trouve que là, vraiment, dans le 2 et le 3, en restant sur le parcours de Roger Lemaire, on s'en rend vraiment compte. L'exemple de Lemaire fonctionne avec tous les personnages, je trouve, des films. Là, je parle de lui parce que c'est un sujet récurrent sur le parcours des Bleus dans cette période-là, de l'équipe de France dans cette période-là. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien sur tous les personnages. Notamment le parcours de Marcel Desailly dans les 3 films est très très intéressant, puisqu'il devient capitaine de l'équipe de France en 2002. Et donc il est beaucoup plus présent dans le 3e. Mais je trouve que vraiment le parcours des personnages fonctionne vraiment bien. Il devient de plus en plus complexe, humain, dans un contexte qui est exagérément important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'importance du sport, quoi. C'est du jeu compétitif qui doit être pris comme ce qu'il y a de plus important entre tout, pour permettre une performance maximale, hein. C'est logique ça, tu vas pas te demander, bon il y a la pression financière et tout ça, mais au-delà de ça, les sportifs de haut niveau, quel que soit le sport, même quand il y a peu d'argent, ils ont envie d'y être à fond, ça devient plus qu'important, ça doit dépasser l'importance d'être un revenu ou quoi que ce soit, c'est autre chose que ça te demande. Je pourrais résumer ce que je veux dire par là, en citant la fameuse citation de Bill Shankly, le coach de Liverpool, le football n'est pas qu'une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça. Là, je remplacerais presque dans sa citation le mot football par sport de compétition. La performance et toutes les émotions fortes sont possibles dans le sport de haut niveau que si c'est pris très 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 au sérieux, voire trop au sérieux, voire à 200%. Vous voyez ce que je veux dire? Voire à 1000%. L'idée, c'est d'un moment donné, pour le sportif de haut niveau, d'avoir cette implication totale et complexe qui est extrêmement dense. Excusez-moi, je crois que mon téléphone, mon écran a un léger problème, vous m'excusez pour le son, ça grésille un petit peu, je pense que ça s'entend pas trop, mais j'espère que ça dérangera pas trop l'écoute. Veuillez m'excuser pour ça, j'ai toujours pas réussi à régler cette question-là. Bref, j'ai bien fini par trouver comment. Bref, peu importe. Tout ça pour dire... dans un tel contexte, dans un contexte passionnel aussi impressionnant, les réponses rationnelles et les coupables désignés, je trouve que c'est un peu absurde. C'est beaucoup trop complexe humainement, ce qui se produit dans un tel contexte sportif, pour pouvoir le résoudre à des questions rationnelles. Il y a quelque chose de déraisonnable à la base, comme je le disais, dans le sport de haut niveau. Parce que là, je dis ça parce que Roger Lemaire a longtemps été considéré comme le coupable de l'échec en 2002. Aujourd'hui, il y a des arguments plus pragmatiques, tout simplement que il y a eu trop de matchs de préparation et que l'équipe est arrivée fatiguée là-bas. Du coup, il y avait un manque de fraîcheur qui aurait tout coûté à l'équipe, qui aurait enlevé ce petit truc en plus qui fait que, voilà, au lieu de frapper sur le poteau, on frappe dans le but. Enfin voilà, je pense, personnellement, pour moi, c'est la raison qui explique énormément de choses, sportivement parlant. Je sais pas si l'équipe aurait été meilleure si elle avait été moins fatiguée, mais quand on revoit les matchs, il manque vraiment peu de choses.
il manque peut-être juste cette pointe de fraîcheur à un moment donné pour retourner les 2 premiers matchs et changer l'histoire, entre guillemets. Mais encore une fois, je suis pas un spécialiste, c'est mon interprétation, mais je suis loin d'être un spécialiste. J'insiste. Personnellement, je trouve que c'est surtout intéressant de revoir le 3e en ayant cette fameuse question du manque de fraîcheur en tête. Parce que le film, en se concentrant dans la bulle de l'équipe, sans match, à l'image, renvoie bien la sensation d'un groupe qui cherche jusqu'à la dernière minute à se prouver qu'il peut le faire. Et ça, c'est vraiment un très beau film parce que c'est beau et triste à la fois. En ce sens, le 3 est Les Yeux dans les Bleus 3, c'est un vrai très bon film. Un vrai très bon documentaire. Et c'est dommage que qu'il ait trop regardé simplement pour trouver des arguments qui, quoi, a merdé. C'est d'abord et avant tout un film sur des hommes confrontés, des êtres humains, je veux dire, confrontés à une situation où, malgré tous leurs efforts et toute leur meilleure volonté, ils n'arrivent pas à retourner la situation. C'est vraiment un film qui doit être regardé pour ce qu'il est. C'est un film sur un groupe qui échoue malgré une volonté de réussir. En ce sens-là, la fin est très belle d'ailleurs. Il y a ce vestiaire qui est déserté. Tout le monde fuit le lieu de la douleur, le vestiaire, mais l'équipe aussi. Il y a quelque chose comme ça qui est très fort. J'insiste, c'est vraiment, si vous avez jamais vu Les Yeux dans les Bleus 2 et 3, je sais que le 2 est un peu plus vu, mais le 3 a été finalement peu regardé. Regardez-les, c'est vraiment des films, des très bons documentaires. Alors bon, c'est pas des films parfaits non plus, je suis un peu dithyrambique, hein. On va se calmer. L'utilisation de la musique notamment est parfois intéressante, quand elle crée une certaine atmosphère, mais parfois elle est un peu kitsch, un peu... voilà, quoi. Il y a par exemple un moment donné dans le premier film, le moment où Lilian Thuram égalise contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors je vous passe les détails, la Croatie marque, mène 1-0, et l'équipe de France égalise, et puis c'est un joueur qui marque jamais des buts, qui en met 2, et qui fait gagner l'équipe, enfin qui fait que l'équipe gagne, quoi. Ce jour-là. Et là, dans le montage, il y a un montage, comme je disais avant, où on monte l'action en revenant légèrement en arrière à chaque fois, en changeant d'angle de vue, et la musique derrière, c'est Oh Happy Day. Voilà, c'est un petit peu... c'est pas toujours modéré, quoi. Même si c'est pour coller à l'enthousiasme de la victoire, c'est un peu kitsch, quoi. C'est un petit point faible, hein, parce que ça date un petit peu le film, et ça le rend un petit peu stylistiquement, je trouve, lourdingue par moment. L'autre chose due aussi au fait que le 1 est fait en 98, après ce film-là, il y a eu beaucoup de documentaires qui ont été faits sur le même principe. Comme je disais, sur l'équipe de France de handball, j'en ai vu des excellents, sur l'équipe de France de basket, de rugby, etc. Du coup, maintenant, à voir Les Yeux dans les Bleus, ça paraît forcément moins original, aussi bien dans sa forme que dans son fond. Mais bon... pour moi, c'est bon de se souvenir que ce film fait partie des premiers films de ce genre-là, du documentaire, avoir suivi une équipe durant une compétition en mode intime, caméra seule, etc. C'est un peu le film qui a catapulté ce style vers l'avant. On avait déjà eu un petit peu avant, je crois, mais là, c'est vraiment le film qui a balancé le truc, notamment à cause de la victoire et tout ça en France. Mais au-delà de ça, ça a une forme de film qui a permis aussi d'en avoir d'autres sur d'autres équipes, et ainsi de suite, et c'est à chaque fois passionnant. Si à l'occasion, j'en retrouve un sur l'équipe de handball, de France de handball, qui était très bon. Dans une Coupe du Monde qui gagne aussi, mais faudrait que je le revoie. Il y avait vraiment des éléments de relationnel entre les joueurs qui étaient passionnants. Peut-être que je ferai si je vois des grandes différences par rapport à ce que je viens de vous dire dans Les Yeux dans les Bleus, je ferai peut-être un à voir dessus. Bon, peu importe. Mais c'est un film qui a lancé un peu ce style de film. Et aussi, concernant le 2 et le 3, c'est des très beaux films aussi. C'est des échecs sportifs, certes, mais c'est des aventures humaines tout aussi passionnantes. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu ce défaut-là. C'est un style de film qui, depuis, a été renouvelé. Donc si vous n'avez pas vu Les Yeux dans les Bleus avant, ça va peut-être vous paraître un petit peu original, ce que je peux entendre, et l'utilisation de la musique, qui est parfois un petit peu lourdingue. Même s'il y a certaines musiques qui sont géniales, notamment la musique d'intro du deuxième, que j'aime beaucoup. Je pense, par extension de ce que je disais sur le 3, ou le 2 et le 3, qu'il faut voir plus de documentaires sur des échecs. C'est pas moins beau, et surtout, c'est pas moins juste. Comme le montrent Les Yeux dans les Bleus 1, 2 et 3, c'est un groupe humain très similaire dans ses actions entre la victoire et la défaite. Il y a autant à apprendre de l'un que de l'autre. Et à mon avis, on apprend de ceux qui essayent de devenir champions autant que des champions eux-mêmes. En quelque sorte, je m'oppose à l'idée du sportif, que cette idée sportive qui est beaucoup trop répandue, que seul compte le premier, le vainqueur, ainsi de suite. Si les gens retiennent que les vainqueurs, ce sont des idiots. Voilà, je vais être clair.
C'est beaucoup plus intéressant de se souvenir des compétitions, de se souvenir des matchs, de se souvenir des événements autour, de se souvenir de tout ça, de toute la densité humaine de la chose, se souvenir du résultat, se souvenir du on a gagné. C'est tellement peu de choses, c'est tellement minimaliste par rapport à ce que peut être le sport en général, que c'en est juste idiot au bout d'un moment de se souvenir essentiellement de ça, ou de se concentrer là-dessus. Et à mon avis, on apprend... Enfin... il faut me comprendre. C'est compréhensible dans le cadre de motivation, de la motivation sportive, de se concentrer sur la victoire. Il y a un monde, les sportifs, eux, ils ont besoin de se concentrer sur la victoire, de se mettre dans l'état d'esprit où ils vont gagner, se sentir bien. Vous savez, c'est ce moment où on est dans un geste sportif, compétitif, et on commence pas à se demander, tiens, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre, tout ça. On est dans le mouvement, et on sent qu'on va gagner, on l'a au fond des tripes, au fond de sa certitude. C'est normal que les sportifs, et notamment de haut niveau, essaient d'être constamment dans cet état d'esprit-là, pour renouveler constamment la sensation de la victoire, qui est d'abord un état d'esprit, ça c'est clair, même s'il y a toute une technique, tout un travail physique qui est pas à négliger, qui est tout aussi important. Mais je trouve que dans la vie sociale, cet état d'esprit, se concentrer sur la victoire, sur la première place, c'est complètement hors sujet. Tout compétiteur est important du premier au dernier. Le dernier a des choses à vous apprendre, je vous le dis. Dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel concours, le dernier a des choses à vous apprendre. C'est pas parce qu'il est derrière vous dans un contexte compétitif donné qu'il n'a rien à vous apprendre, rien à vous faire découvrir, bien au contraire. Même si, comme je l'ai dit dans le documentaire, c'est moins flatteur d'être le dernier que d'être le premier, par définition. Mais le documentaire permet beaucoup de formes qui font qu'on respecte malgré tout les personnes qui sont dernières, ou qui sont derrière, ou qui sont deuxièmes tout simplement, et c'est des gens qui ont, entre guillemets, une histoire humaine tout aussi passionnante que celle du premier. La victoire sportive n'est pas la concrétisation d'une justesse ou de quelque chose de mieux que les autres. C'est faux. C'est un instant T, un instant de performance sportive qu'on a réussi à pousser jusqu'à un certain niveau. Et c'est très fort de le réussir, et c'est très fort de gagner, et c'est très fort, très respectable de s'intéresser aux gens qui font ça pour différentes raisons. Mais ne s'intéresser qu'à eux comme ça, c'est une erreur, c'est un vide. C'est pour ça que regarder les yeux dans les bleus 1, c'est passer vraiment à côté du sujet, je pense. Le 2 et le 3 vont bien au-delà. Déjà parce que faut bien comprendre que les participants d'une compétition, ils permettent à la compétition d'exister. Mais surtout, ils ont autant à nous apprendre que le champion, comme je le disais, je suis en train de me répéter, excusez-moi, j'ai repris mes notes un peu n'importe comment. La performance n'a rien à y voir, entre guillemets. Le niveau de performance ne fait pas la qualité de ce qui va être transmis ou de ce que vous allez recevoir. Et je trouve que les yeux dans les bleus 1, 2 et 3 le montrent très très bien, ça. Je voulais revenir encore sur quelque chose, mais j'ai oublié, c'est pas grave, on va s'arrêter là, j'ai fait un podcast beaucoup plus long que ce que je pensais. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les amis. N'hésitez pas à liker, tweeter, partager, Instagrammer, Facebooker, commenter, j'ai des choses à apprendre aussi de vous, donc n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion de voir les yeux dans les bleus, comme je vous ai dit, le 2 et le 3 sont sur YouTube, et le 1, je pense qu'il est trouvable en téléchargement, ou tout simplement à l'achat, évidemment, si vous aimez bien le style de travail de Stéphane Meunier et Gilles Kayat. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, les amis, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de À voir. Salut, à bientôt.